Un autre article que je trouve assez intéressant, c'est dans The Nation, le journal américain, qui s'appelle Killing Reconciliation, d'un certain Jeremy Scahill, qui est un journaliste indépendant qui a été en Afghanistan. Et l'article date du 27 octobre 2010. Et il y avait une très bonne interview de ce journaliste et d'un autre journaliste qui ont été des journalistes non-embedded, c'est-à-dire indépendants, si vous voulez, en Afghanistan. L'interview était sur le programme de Democracy Now! C'est un programme que vous connaissez peut-être, qui est un excellent programme de radio. Et il raconte l'histoire d'un militant taliban, d'un imam, qui s'appelle Mullah Sahibian, qui se rend, qui va rejoindre en principe le gouvernement sur le programme dit de réconciliation nationale. Donc le gouvernement afghan maintenant offre aux talibans la possibilité de les rejoindre et fait de la publicité pour ce qu'il appelle le programme de réconciliation nationale. Et quelques mois plus tard, ce monsieur est tué violemment par un raid, non pas par les talibans, mais par un raid de l'armée américaine elle-même. Et le journaliste décrit combien les raids des forces d'opération spéciales américaines en Afghanistan rendent impossible la réconciliation, parce qu'évidemment ils tuent des gens, mais ce faisant, c'est toujours le même mécanisme, c'était le même mécanisme au Vietnam, en Algérie, etc. Ils recrutent évidemment des combattants pour l'insurrection, et il fait remarquer aussi que certains talibans leur disent que les nouvelles recrues sont plus radicales que les précédentes, sont moins prêtes à négocier, sont moins prêtes à discuter avec le gouvernement de Kaboul ou avec les Américains. Et donc, comme dit un des talibans, et à propos des Américains ont les horloges, mais nous avons le temps. Et donc, plus les Américains restent là, les talibans savent qu'ils ne peuvent pas être réellement vaincus, donc ils attendent qu'ils s'en aillent, et ils devront bien s'en aller un jour ou l'autre, ils ne vont pas rester éternellement en Afghanistan. Et si la guerre n'est pas gagnée aujourd'hui, elle ne sera pas gagnée dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Ça n'a pas de sens de gagner cette guerre, ça n'a pas de sens, parce que gagner, ça voudrait dire transformer l'Afghanistan de façon à en faire un pays réellement allié des États-Unis, ou réellement comme les États-Unis, et ça ne paraît pas possible de le faire dans un futur prévisible. Donc, je pense que il faut... Alors maintenant, je voudrais mettre la question de la stratégie de l'OTAN dans une perspective plus générale, si vous voulez, des relations nord-sud aujourd'hui. Et je pense que, de nouveau, là, j'ai un peu évolué depuis 2005, parce qu'il y a eu la crise économique, il y a eu toutes sortes de changements, si vous voulez, et quand, en 2003, Jacques Chirac, le président français à l'époque, parlait d'un monde multipolaire, je pense qu'il avait raison, et que c'était tous les autres qui avaient tort, mais il avait plus raison encore peut-être qu'il ne le pensait lui-même, parce que ce qui est frappant dans le monde aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est la faiblesse des États-Unis, c'est pas leur force, et c'est en général ce que je vais appeler, de façon un peu provocatrice, le déclin d'Occident. Le déclin d'Occident, c'est que si on se rappelle, il n'y a pas si longtemps, il y a un siècle, nous contrôlions, enfin nous, pas moi personnellement, c'est pas que j'aimais cette situation, mais l'Occident, ou ce qu'on appelle l'Occident, l'Europe principalement, contrôlait une bonne partie du monde. Ils contrôlaient une bonne partie de l'Asie, ils contrôlaient, même s'ils étaient formellement indépendants, l'Amérique latine, ils contrôlaient toute l'Afrique. Et puis il y a eu les 2 guerres mondiales, la décolonisation, etc. Tout ça, ça a été éliminé. Il y a un siècle, à peu près un siècle, les Anglais pouvaient interdire, un peu plus d'un siècle, ils pouvaient interdire dans les concessions à Shanghai, il y avait un parc où l'entrée était interdite, et un écriteau disait c'est interdit aux Chiens et aux Chinois. C'est le genre de choses qu'on ne risque pas de faire aujourd'hui. Je veux dire, la grande transformation du XXe siècle, l'immense, c'est pas à mon avis l'histoire du fascisme ni même du communisme, c'est la décolonisation. C'est la décolonisation qui change le rapport de force entre l'Occident, qui est une toute petite partie du monde, si on a réfléchi, et le reste du monde. Et donc, le rapport de force change, il change sur le plan militaire, avec la décolonisation, et il est en train de changer sur le plan économique. Il y a quelque chose d'extraordinaire avec la guerre américaine en Afghanistan, c'est que toutes ces guerres sont payées pratiquement avec de l'argent emprunté aux Chinois. C'est peut-être pas fait directement comme cela, mais le pays est extrêmement déficitaire, il est dans une situation de déficit chronique, structurel, irréparable, etc.
vis-à-vis de la Chine, aussi du Japon, d'autres pays, et ils sont en train de guerroyer, de dépenser de l'argent à leur armée, mettre des bases un peu partout, faire des menaces à gauche et à droite, et faire comme s'ils dirigeaient le monde, alors qu'ils ne le dirigent pas. D'une part, militairement, ils n'ont plus la force qu'ils avaient ou qu'on avait à l'époque coloniale, et économiquement, ils n'ont plus non plus. Et donc, on est dans une situation, moi je ne suis pas mécontent du déclin, je pense que c'est très bien que nous ne contrôlions plus le reste du monde, je pense que c'est une bonne chose d'une certaine façon que nous ne soyons plus capables de nous battre comme c'était le cas pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes devenus moins... La population est devenue moins belliciste d'une certaine façon, elle est moins mobilisable pour des combats. Il faut en tirer les conclusions. Et si on en tire les conclusions, il me semble qu'il faut établir d'autres rapports avec le reste du monde. Or, notre présence en Afghanistan n'est aimée par personne. Aucun pays des environs, ni le Pakistan, ni la Chine, ni probablement la Russie, ni l'Iran, etc., n'aime cette situation. Tout le monde musulman nous reproche pratiquement cette guerre en Afghanistan. Et donc nous nous mettons sur le dos des milliards de gens qui pour l'instant ne paraissent peut-être pas très puissants, mais le deviendront de plus en plus un jour, et nous ne sommes plus dans une situation où nous pouvons les contrôler. Par exemple, sur la question du monde musulman, il faut aussi se rendre compte, et ça nous ramène de nouveau à l'OTAN, c'est la question du conflit israélo-palestinien. Récemment, enfin pas récemment, mais à l'époque où il était ministre des Affaires étrangères, Tzipi Livni, la ministre israélienne, a dit que le partenariat entre Israël et l'OTAN, qui est très très avancé, est une chose naturelle parce que Israël est à l'avant-garde de la défense de notre mode de vie par rapport aux barbares, on va pas dire ça comme ça, mais enfin par rapport au reste du monde. Ça c'est complètement absurde, ça c'est aussi une absurdité qui est le renforcement constant des liens avec Israël. Il n'y a pas un pays qui irrite plus le reste du monde qu'Israël. Israël est un mépris total vis-à-vis des Palestiniens, ils ne sont prêts à faire aucune concession significative, ils ne veulent pas se retirer des territoires, ils font qu'augmenter les colonies. Quand on leur demande d'arrêter, ils disent allez vous faire voir, ils disent ça même aux États-Unis, et on est là à renforcer la coopération avec cet État qui n'en fait qu'à sa tête et qui nous fait haïr par 1 milliard de musulmans, si pas plus de gens. Parce que tout le monde dit vous faites la guerre en Afghanistan, vous faites la guerre en Irak, et pourquoi vous ne dites rien à Israël? Ah, Israël, ça, c'est sacré, on ne peut rien dire. Donc, on est dans une situation parfaitement ridicule, et je pense qu'on doit se rendre compte que notre situation est indéfendable par rapport au reste du monde. Alors, je vais terminer. Donc, je pense que l'important psychologiquement, c'est de comprendre que nous sommes dans une situation de déclin. Encore une fois, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais nous devons en tirer les conséquences. Et les conséquences, c'est que nos rêves de grandeur, cette idée que les États-Unis sont indispensables, etc., ça c'est quelque chose que nous devons oublier. Alors pour finir, je voudrais aussi faire une remarque sur la situation particulière du Canada, ou de la Belgique, puisque je suis belge, ou de l'Europe, ou de l'OTAN, enfin en dehors des États-Unis, dans toute cette affaire. Il faut bien se rendre compte que si les États-Unis se retiraient d'Afghanistan, nous, on n'y resterait pas un quart d'heure. On ne pourrait pas rester un quart d'heure en Afghanistan sans les États-Unis. Il faut aussi se rendre compte que le poids réellement militaire de l'intervention canadienne, européenne, etc., en Afghanistan est négligeable. Ce sont les Américains, avec un peu les Britanniques, mais principalement les Américains, qui font tout le travail. Alors pourquoi veulent-ils qu'on soit là? Mais ils veulent qu'on soit là pour pouvoir prétendre à leurs opinions publiques qu'ils sont à la tête d'une vaste coalition, qu'ils ne sont pas seuls à faire la guerre en Afghanistan, etc. Nous ne sommes là, en fait, que, comme supplétifs des Américains, il faudrait quand même que les Canadiens et les Européens se rendent compte, et 2, que comme argument par rapport à l'opinion publique américaine qui se fatigue de la guerre, et qui serait encore plus fatiguée si on leur disait, écoutez, c'est comme au Vietnam, vous êtes seuls, et vous n'avez pas cette vaste coalition. Donc, il faut qu'on tire des conclusions aussi à ce niveau-là, de se dire, est-ce que vraiment le Canada souhaite jouer ce rôle? Est-ce que l'Europe occidentale souhaite jouer ce rôle? Est-ce que la France souhaite jouer ce rôle, etc. Alors finalement, pour ce qui est du que faire, je vais dire quelque chose qui va peut-être vous paraître... attendez, je vais boire un peu d'eau.
qui va peut-être vous choquer, mais on pourra peut-être en discuter dans la suite de la soirée, enfin de la nuit, c'est que je pense qu'il n'y a malheureusement aujourd'hui, face à ces situations, aucun mouvement populaire d'envergure. Ce n'est pas du tout la situation, moi j'avais espéré que ce soit la même chose, mais ce n'est pas la situation qu'il y avait pendant la guerre du Vietnam. Il y a eu beaucoup de manifestations avant la guerre en Irak, ça c'est vrai, mais une fois que la guerre a été soi-disant gagnée, ou que le chaos s'était installé dans le pays, qu'il y a eu toutes sortes des événements qu'il y a eu en Irak ou en Afghanistan, le fait est qu'il n'y a pas de grand mouvement populaire comme il y a eu à l'époque de la guerre du Vietnam, d'opposition à la guerre. Pourquoi? Ça, j'en sais rien. Je ne comprends pas vraiment, mais il n'y en a pas. Peut-être est-ce parce que les gens sont plus inquiets de leur situation économique qu'ils l'étaient à l'époque. Peut-être est-ce dû au fait qu'aux États-Unis, il n'y a pas le draft, c'est-à-dire que l'armée est une armée de métier, donc beaucoup de gens ne risquent pas d'y aller, contrairement à ce qui se passait à l'époque du Vietnam. Peut-être est-ce lié au fait que le nombre de morts américains est plus faible, mais il n'y a pas de grand mouvement aux États-Unis. Et c'est difficile de créer un grand mouvement en dehors des États-Unis quand c'est les États-Unis qui mènent la danse. Ce que l'on pourrait espérer, c'est un mouvement qui demande d'être indépendant des États-Unis. Que dans des pays comme le Canada ou l'Europe occidentale, on se rende compte que les États-Unis ne sont pas ce modèle solidaire, ils ne sont pas l'avenir du monde, c'est un pays qui est en faillite à bien des égards, c'est un pays qui connaît une crise économique, morale, culturelle, etc., de grande envergure. C'est un pays qui importe de tout. Il importe des matières premières, il importe des produits manufacturés, il importe des travailleurs, il importe des cerveaux, il dépend du reste du monde de façon inouïe. Il n'arrive pas à contrôler le reste du monde. Sa diplomatie n'est pas une série de grands succès. Et par conséquent, le reste du monde s'autonomise par rapport aux États-Unis. Et qu'attendons-nous, nous, pour le faire? Ça, c'est une première question qu'on peut poser. Mais comme il n'y a pas de mouvement populaire, je pense qu'il faut absolument, le mouvement de la paix, à mon avis, doit prendre une orientation, comment dirais-je, peut-être changer son discours dans le sens que pendant un certain temps, le discours du mouvement de la paix a été de type altruiste. C'est-à-dire, il a tendance à dire, regardez les horreurs que vous commettez avec vos bombardements, avec vos interventions, etc. C'est en partie ce que j'ai dit ce soir. Mais je pense que la situation, à cause du problème du déclin, du problème de notre isolement, du problème israélo-palestinien, du problème de tous les problèmes dans lesquels nous sommes, le discours peut devenir, si vous voulez, beaucoup plus un discours de défense de nos intérêts bien compris. C'est-à-dire, au lieu de dire, voilà, nous devrions quand même penser au tort que nous faisons au reste du monde, nous devrions reprendre, si vous voulez, le discours des intérêts bien compris du Canada, des intérêts bien compris de l'Europe occidentale, et, évidemment, même aux États-Unis, des intérêts bien compris des États-Unis. Parce que souvent, le discours pacifiste a fait peur, ou bien est lié, si vous voulez, à ce qu'on appelle les radicals aux États-Unis, et lié à toutes sortes de questions socio-économiques, politiques, etc., que personnellement je partage. Moi je suis assez d'accord, évidemment, avec ces perspectives, mais je pense qu'il devrait y avoir moyen, vu l'urgence, vu l'importance de la guerre et de la paix, d'essayer de rassembler un beaucoup plus grand nombre de gens que les gens qu'on rassemble d'habitude, c'est-à-dire l'extrême gauche ou la gauche radicale, etc., autour de la question de l'indépendance nationale par rapport aux États-Unis et de la recherche de la paix par la construction d'un monde réellement multipolaire, d'un monde où le rôle de l'ONU est plus important, d'une hostilité à l'OTAN, etc. Et je pense que dans tous les pays, vous trouverez des forces que vous pourrez, sur d'autres questions que la guerre et la paix, cataloguer à droite ou au centre, ou qui ne sont pas en tout cas très à gauche, mais qui sont favorables à la sortie de l'OTAN, à d'autres relations, etc. Par exemple, moi j'ai été très étonné que le nouveau ministre de la Défense qui vient d'être nommé dans le gouvernement de M. Sarkozy, enfin dans le gouvernement français, Alain Juppé, a dit que l'Afghanistan était un piège pour les Occidentaux. Alors, le fait qu'ils disent que c'est un piège, ça indique qu'il n'est peut-être pas très très chaud pour cette guerre, et donc ça indique, à mon avis, un changement d'attitude. Et il n'est pas le seul à penser cela. Aux Pays-Bas, par exemple, le gouvernement
a décidé de retirer les troupes, et ça ne s'est pas fait parce que l'extrême gauche a gagné les élections, ça s'est fait à travers les partis au pouvoir, qui sont d'ailleurs sur d'autres questions pour l'instant très à droite, mais sur la question de l'Afghanistan, ils ont dit bon, on va retirer les troupes. Et je pense qu'on peut espérer un mouvement assez large contre la guerre, et je pense que c'est important qu'il y ait ce mouvement. Je ne dis pas qu'il faut laisser tomber ou laisser de côté les autres combats, mais il faut montrer que dans ce combat-là, nous ne demandons pas la révolution, nous ne demandons pas de transformation radicale, nous sommes nous les conservateurs, d'une certaine façon, les vrais conservateurs, où nous voulons préserver les intérêts bien compris des pays engagés dans cette guerre, parce que ces guerres-là ne nous servent pas. Elles ne nous servent pas économiquement, elles ne nous servent pas politiquement, elles ne nous servent pas géopolitiquement, ce sont des guerres perdues, le soutien à Israël est suicidaire, toute cette politique de confrontation avec l'Iran, avec la Russie, avec la Chine, etc., ne mène à rien. Nous n'avons pas les moyens de dominer le monde, nous devons vivre en paix avec le reste du monde, mais non seulement par altruisme, mais aussi au nom des intérêts bien compris de nos pays. Voilà, je pense que là-dessus, je peux peut-être m'arrêter et laisser la place au débat, ou je ne sais pas, à la suite de la soirée.